Bienvenue dans cette vidéo de la Maison du cinéma asiatique. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, l'Occident a trouvé dans la guerre d'Afghanistan un terrain de jeu cinématographique pour poursuivre sa reconquête idéologique, mais a également été l'occasion de continuer une certaine tradition de dénonciation des crimes de guerre, hélas récurrents dans tous les conflits à travers le globe, et de donner une voix aux Afghans. La Russie étant l'autre principal belligérant du conflit, son cinéma a eu également l'occasion de revenir régulièrement sur la guerre et ses conséquences. Et si des affirmations comme quoi le conflit fut le motif de la chute de l'URSS sont grandement exagérées, il ne fait pas de doute qu'il a eu un impact profond sur la société soviétique d'abord, puis russe ensuite. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment le cinéma des deux entités a appréhendé la guerre d'Afghanistan. Pendant les premières années du conflit, l'Union soviétique ne communiqua que très peu sur les événements qui avaient lieu en Afghanistan. Le public savait uniquement qu'une opération de solidarité internationale s'y tenait, mais sans indication des combats et de l'échelle de la dite opération. Quand les cercueils de zinc commencèrent à rentrer, le voile du secret fut plus difficile à maintenir, mais les autorités persistèrent néanmoins dans la sous-estimation des événements. Évidemment, dans ces conditions, il était hors de question pour le cinéma de s'emparer du sujet. Des références à la guerre entre Britanniques et Afghans dans un autre métrage furent même censurées, de peur de tracer un parallèle entre le conflit en cours et l'échec de la puissance coloniale. Pourtant, il y eut bien quelques tentatives de produire des films dans ce contexte. Ainsi, le scénariste Genrikh Borovik et l'acteur et réalisateur Yevgeny Matveyev furent mandatés en 1980 pour réaliser un long métrage sur le sujet. Mais après un voyage de recherche de 6 mois sur place, le scénariste préféra jeter l'éponge, estimant que l'intervention soviétique en Afghanistan était une erreur. Un film fut finalement produit en 1982. Intitulé Hot Summer in Kaboul et librement adapté d'un livre du même titre publié un an plus tôt, le long métrage fut réalisé par Ali Amroyev et suit un docteur russe partant volontairement en Afghanistan où il y découvre les atrocités commises par les Moudjahidines. Un des rares films russes sur la guerre d'Afghanistan à avoir été tourné sur place, il s'agissait bien sûr d'une commande du ministère de l'Information destinée à soutenir la cause internationaliste, justification officielle de l'intervention soviétique. Pour autant, le film ainsi livré est sorti en avril 1983 pour coïncider avec le 5e anniversaire de la révolution de Sawar, la prise de pouvoir par les communistes afghans en 1978, ne semble pas avoir eu un grand impact. Les choses changèrent avec l'arrivée d'un nouveau secrétaire général en 1985, Mikhail Gorbatchev. Le réformateur engagea la glasnost, une politique d'ouverture et de relâchement de la censure, et la perestroïka, son pendant politique et économique. Il décida aussi du retrait progressif de l'armée rouge d'Afghanistan. Dans ces conditions, l'intervention dans le pays d'Asie centrale devint un sujet de discussion fréquent et des productions audiovisuelles commencèrent à traiter du conflit. Dès 1986, la guerre fut évoquée de manière indirecte dans le film Attack ou dans la populaire comédie romantique Le Garçon de course. La même année, The Man Who Interviewed adopta une position ambiguë en décrivant l'enquête d'un journaliste soviétique sur une épidémie qui frappe le pays d'Asie centrale et causée par la CIA. En 1988, les premières productions audiovisuelles à traiter directement de la guerre firent leur apparition. La première d'entre elles fut la série télévisée All Cause Paid, réalisée par Alexei Saltykov. La même année, un premier long métrage arriva sur les écrans de l'URSS. Intitulé Shouravi, le terme utilisé par les Afghans pour désigner les Soviétiques, le film fut réalisé par Sergei Nilov et raconte comment un soldat soviétique capturé par les Moudjahidines parvient à s'échapper. Durant sa captivité, il se souvient des moments de vie en Russie et de son rôle en Afghanistan. Long d'à peine plus d'1 heure, Shouravi traite de thèmes qui reviendront régulièrement dans le cinéma russe sur la guerre d'Afghanistan. La désillusion des recrues sur leur rôle dans ce conflit et l'envie bien naturelle de rentrer à la maison. Probablement parce que la guerre était toujours en cours, le métrage évite de traiter des aspects les plus graphiques ou polémiques de l'intervention. Shouravi fait donc office de première étape nécessaire mais incomplète
dans la réévaluation cinématographique de la guerre par le cinéma russe. 2 ans plus tard, ce fut Georgi Kuznetsov qui s'intéressa au sujet avec son Cargo 300. Ici, on suit une colonne de ravitaillement soviétique tandis que les Moudjahidines entraînés par les Américains se préparent à l'attaquer. L'intrigue minimaliste et le développement des personnages tout aussi réduits ne permet pas vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur le conflit ou de tirer de conclusions sur le point de vue russe. Tout au plus, cela donne une idée de l'ambiance qui régnait dans ce type de convoi, un dispositif essentiel dans la stratégie soviétique vu que ces derniers ne contrôlaient que les grandes villes du pays. La séquence d'action finale est typique du cinéma soviétique de l'époque, molle et uniquement sauvée par le déploiement d'authentiques équipements militaires. Ces premières tentatives maladroites de traiter du conflit vont tout de même permettre de préparer le terrain pour que des cinéastes de plus grande envergure s'emparent du sujet. Et en 1991, le premier film majeur sur le conflit voit le jour, Afghan Breakdown de Vladimir Bortko. Co-scénarisé par le journaliste Mikhail Lechinsky et l'ancien conseiller politique Leonid Bogatchouk, qui produisit également le film, Afghan Breakdown est situé en 1988, quand la 40e armée entame son retrait définitif d'Afghanistan. Le major Bandura, vétéran du conflit, doit s'assurer que l'opération se passe sans accroc, devant gérer les émotions contradictoires de ses hommes, le fatalisme de ses anciens alliés et les relations ambiguës avec ses adversaires. Pour un film qui fut produit si peu de temps après la fin de la guerre, il est étonnant de voir à quel point Afghan Breakdown a le recul nécessaire pour analyser les différentes facettes humaines du conflit. Que ce soit la perte des idéaux ou de repères des soldats soviétiques, l'opportunisme commerçant de certains d'entre eux, ou encore, paradoxe de la situation, leur peur du retour au pays, la palette des sentiments est parfaitement illustrée. Bien que moins d'attention soit logiquement portée sur les Afghans eux-mêmes, ces derniers ne sont pas complètement oubliés. Le personnage du traducteur occupe même une place centrale, figure tragique d'un Afghanistan en quête de modernité, humilié et déchiré par chacun des deux camps en présence. La réalisation de Vladimir Bortko fait bon usage des paysages arides du Tadjikistan voisin, parvenant à nous faire ressentir la chaleur et la poussière omniprésentes du pays, facteur aggravant de la fatigue mentale des personnages. Sans fioritures ni effets voyants qui n'auraient pas leur place au vu du réalisme ambiant, il capte avec simplicité les émotions de ses personnages et rend justice à l'ampleur des opérations militaires. Coproduction italienne oblige, le rôle principal est dévolu à l'acteur transalpin Michele Placido. On aurait pu craindre que sa présence ou son jeu soient en complet porte-à-faux avec le reste du casting et le thème du film. Étonnamment, il n'en est rien. Au contraire, l'acteur a tout compris à son personnage du Major Bandura, un soldat qui essaye de garder le cap et les quelques valeurs morales qui lui restent dans un monde chaotique où la confiance n'existe pas. Sa prestation tout en retenue, irradiant d'un spleen typiquement slave, sied parfaitement au personnage et au film. Afghan Breakdown est probablement le film qui parvient à décrire avec le plus de réalisme les différentes facettes, parfois contradictoires, de la guerre d'Afghanistan, et est donc un must pour toute personne intéressée par le conflit ou tout cinéphile amateur de bons films de guerre. D'autres films moins justes que Afghan Breakdown et davantage dans l'esprit d'un Rambo 3 furent produits en Russie par la suite. C'est le cas de Black Shark, réalisé en 1993, une tentative de refaire la guerre d'Afghanistan avec une victoire symbolique à la clé. Mais sans le savoir-faire américain en matière d'action, le film de Vitali Loukine est un long tunnel d'ennui, entrecoupé de quelques scènes d'action mollassonnes au possible. La star du film, c'est avant tout le Black Shark, cet hélicoptère d'attaque russe au design agressif et dont le film sert de bande promo. Si vous êtes amateur de cette machine, Black Shark est un must-see. Vous pourrez voir l'engin sous toutes ses coutures. A défaut, regardez cet épisode de Supercopter étiré sur 1h30 est clairement dispensable,
que vous soyez intéressé par la vision russe de la guerre d'Afghanistan ou tout simplement par les bons films. L'inspiration de la trilogie de Sylvester Stallone se fait également sentir dans Desertir, que réalisa Yuri Muzyka en 1997 et dans lequel un soldat des forces spéciales soviétiques part en solo sauver son épouse, kidnappée par des moudjahidines. Avec son scénario proche du film de Peter MacDonald, Desertir démontre à quel point le cinéma russe de l'époque, toujours sous une forte influence soviétique, était incapable de filmer l'action de manière excitante. Igor, notre John Rambo du RSS, a de nombreuses occasions de montrer qu'il est le plus fort, mais la mise en scène pâteau de Muzyka rend ces affrontements aussi passionnants à regarder qu'une vidéo de feu de cheminée. Tout comme pour Cargo 300 ou Black Shark, le seul intérêt est de voir l'arsenal soviétique en action. Car quand Igor décide de déserter pour aller sauver sa belle, il le fait en volant un hélicoptère Mi-24. Il n'empêche, tant qu'à faire dans l'action décérébrée, autant privilégier l'expertise hollywoodienne qu'à celle quasi inexistante post-soviétique. Revenons un peu dans le temps, en 1994, quand Timur Bekmambetov, futur réalisateur de Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, et Gennady Kayumov réalisèrent Peshawar Vals. Œuvre étrange alternant constamment le meilleur et le pire. Situé en 1985, on y suit un journaliste anglais et un médecin français dans leur visite d'une prison pakistanaise où se trouvent des prisonniers soviétiques. Mais ceux-ci parviennent à prendre les armes et entament une rébellion. Le film est basé sur les événements de la révolte de Babadur, une forteresse pakistanaise reconvertie en prison dans laquelle étaient exploités des prisonniers de guerre soviétiques et afghans fidèles au gouvernement en place. En 1985, ceux-ci parvinrent en effet à prendre le contrôle de l'armurerie de la prison et repoussèrent les assauts de l'armée pakistanaise et des moudjahidines pendant près de 24 heures. La révolte prit fin quand la forteresse explosa, pour des raisons qui demeurent encore à ce jour très discutées. Le long métrage de Bekmambetov et de Kayumov adopte une approche entre le found footage et le film conventionnel pour sa réalisation. Ce mélange des genres aboutit à un résultat assez brouillon dans son premier tiers, peinant à nous présenter adéquatement les différents personnages. Mais il trouve sa force une fois que la révolte commence. Le chaos déjà esquissé prend ici tout son sens. On est véritablement plongé dans un monde parallèle, confus à l'extrême, où mort, folie et désespoir sont omniprésents. Toute proportion gardée, on a un peu l'impression d'être devant un film de guerre comme l'aurait envisagé Andrei Zulawski, avec ses personnages constamment hallucinés et son ambiance de fin du monde. Le film dénonce l'implication américaine et pakistanaise dans le conflit, position assez classique dans les films russes sur la guerre, mais il est aussi emblématique d'une certaine désillusion de la population envers leur gouvernement, ancien et présent. En effet, ce sont les autorités soviétiques qui sont pointées du doigt pour la mort des prisonniers, ignorant ces derniers quand ils les contactent, puis les éliminant carrément via bombardement. On ne peut faire plus désabusé sur le sens de la guerre. A noter que le film fut acheté par Roger Corman et sorti sous le titre Escape from Afghanistan en 2002 dans une version remontée. On se rappellera que le pape de la série B américaine avait déjà agi de la sorte avec La planète des tempêtes de Pavel Klouchtantsev, produit en 1962, et qu'il avait sorti sous le titre Voyage sur la planète préhistorique en 1965. Pour être complet sur le sujet, précisons que les événements servirent également d'inspiration pour le film ukrainien Afghaniets et qu'ils furent à nouveau adaptés en 2018, mais cette fois pour la télévision russe. Il fallut attendre plus de 10 ans pour que le cinéma russe s'intéresse à nouveau directement à la guerre d'Afghanistan. Entre-temps, le paysage cinématographique local était en pleine évolution. Sous l'impulsion de blockbusters comme le Day Watch du réalisateur de Peshawar Vals, Timur Bekmambetov, le cinéma russe se débarrassait de ses habitudes soviétiques et entamait un processus d'américanisation visant à davantage de divertissement et à rivaliser avec les standards techniques hollywoodiens. Fedor Bondarchuk, fils du prestigieux réalisateur soviétique Sergei Bondarchuk, participait de cette même entreprise quand il réalisa la 9e compagnie.
Situé durant les dernières années du conflit, on y suit un groupe de recrues soviétiques dans leur préparation, puis dans leur séjour dans le pays d'Asie centrale. L'habitué du cinéma de guerre américain ne sera pas dépaysé en regardant la 9e compagnie. Entre sa structure à la Full Metal Jacket, sa photographie vibrante, son montage rapide, ses moments spectaculaires et héroïques, dont un climax apocalyptique basé sur le combat qui eut lieu sur la colline 32-34 et qui fut célébré par le groupe de métal suédois Sabaton, le film est assurément le plus accessible au grand public parmi les différentes œuvres soviétiques et russes ici présentées. Heureusement, le processus d'américanisation à l'œuvre n'empêche pas la 9e compagnie de proposer une reconstitution convaincante de ce qu'avait été la guerre pour les soldats soviétiques. Si la première moitié du film, l'entraînement des recrues, suit dans les grandes lignes les codes du film de guerre américain sur le Vietnam, c'est une facette unique au sein des films russes consacrés au conflit. Et, sans avoir le mordant de Kubrick, une bonne occasion d'illustrer certains abus connus de la discipline soviétique, ainsi qu'un bon moyen de se familiariser avec les personnages. Si le réalisateur décide de mettre davantage l'accent sur une certaine camaraderie et une forme d'entrée dans l'âge adulte, des valeurs plutôt positives, on retrouve également une certaine désillusion par rapport aux raisons qui les amènent en Afghanistan et les décideurs politiques et militaires. Après tout, Fedor Bondarchuk avait lui-même été en Afghanistan durant le conflit. Il est donc assez logique qu'il soit à même d'injecter un certain degré de réalisme dans son film. 30 ans après la fin du conflit, c'est le réalisateur Pavel Lungin, qui s'était fait connaître durant la période de la glasnost pour ses films sociaux, qui crée le sujet à bras-le-corps pour son Leaving Afghanistan. Tout comme Afghan Breakdown et la 9e compagnie, Leaving Afghanistan a lieu dans les dernières années de la guerre. Alors que la 40e armée prépare sa retraite, le fils d'un général est capturé par des Moudjahidines. Le général charge Dmitrich, un officier du KGB, de mettre tout en œuvre pour le récupérer. Très critiqué par certains vétérans et groupes nationalistes à sa sortie, Leaving Afghanistan est pourtant un film qui synthétise parfaitement la complexité du conflit. On y retrouve les grands archétypes symboliques de la guerre. La nouvelle recrue soviétique désabusée, le vétéran qui s'en met plein les poches en trafiquant avec l'ennemi, le communiste afghan sur le point d'être abandonné à son sort, le moudjahidine opportuniste et sans scrupules, le chef de guerre noble calqué sur Massoud, ou encore le soviétique qui a rejoint la résistance sur le modèle de Nikolai Bistrov. Au sein de cette galerie de personnages, Dmitrich est le pôle de stabilité, celui qui essaye tant bien que mal de concilier pragmatisme et un minimum de valeur au sein d'un environnement chaotique. Il tient un rôle assez semblable au major Bandura d'Afghan Breakdown, un film avec lequel Leaving Afghanistan a de nombreux points communs. À bien y regarder, le long métrage de Pavel Lungin a donc tout du film Somme sur la guerre d'Afghanistan, celui qui synthétise les différentes facettes des œuvres antérieures les plus intéressantes sur le sujet, avec une palette technique et une mise en scène supérieure. Si l'URSS puis ensuite la Russie ont fait un nombre de films finalement assez réduit sur la guerre d'Afghanistan proprement dite, celle-ci a tout de même infusé la vie du pays et donc son cinéma. Ainsi, dans His Nickname is Beast, réalisé en 1990, un vétéran du conflit se retrouve à affronter la mafia russe. Un scénario répété dans Red Mob, réalisé 2 ans plus tard. Toujours en 1992, un vétéran de la guerre se retrouve impliqué dans une conspiration pour s'emparer du pouvoir après la chute de l'URSS pour les besoins de Destroy the 30th. Dans The Muslim, produit en 1995, un vétéran revient dans le petit village dont il est originaire après plusieurs années de captivité. Mais sa conversion à l'islam va générer des réactions hostiles. Dans Cargo 200 d'Alexei Balabanov, réalisé en 2007, une jeune femme subit abus sur abus d'un policier tombé amoureux d'elle sur fond de livraison des fameux cercueils de zinc. Dans Fossil, produit en 2012, un vétéran tombé dans le coma durant un affrontement en Afghanistan se réveille au pays 30 ans plus tard. Dans 1210, sorti la même année, un ancien combattant hanté par ses traumas liés à la guerre est au bord de la folie.
Sans chercher à viser l'exhaustivité, cette liste montre que le conflit est resté ancré dans la culture russe. Deux tendances se détachent chez les cinéastes. D'un côté, ceux qui voient dans les leçons tirées de l'expérience afghane un moyen de restaurer par la force l'ordre dans une Russie en plein chaos. Une sorte de vigilant movie parfum vodka. Les autres, les plus nombreux avec le temps qui passe, utilisent les conséquences du conflit pour illustrer les problèmes sociaux et politiques du pays. Quelle conclusion tirer de la manière dont le cinéma soviétique puis russe traita le conflit afghan? Tout comme les Américains, soviétiques et russes ont tenté d'utiliser l'impact du cinéma pour satisfaire leurs objectifs de propagande et revisiter la guerre sous un jour plus favorable. Mais ces Hot Summer in Kaboul et autres désertirs ont été encore moins convaincants que les Rambo 3 et autres La guerre selon Charlie Wilson. Toutefois, le cinéma russe peut s'enorgueillir d'avoir produit plusieurs longs métrages qui ont retranscrit avec le plus de réalisme les tenants et aboutissants du conflit, en proposant une vision nuancée des différents protagonistes. Si vous voulez donc en apprendre plus sur la guerre d'Afghanistan tout en regardant des films de qualité, ce sont vers ces dernières œuvres, Afghan Breakdown, La 9e compagnie et Leaving Afghanistan, qu'il faut vous orienter. Merci d'avoir regardé ces vidéos, j'espère qu'elles vous auront appris davantage sur la guerre d'Afghanistan. N'hésitez pas à poser vos questions ou à faire des observations dans la section commentaires. Je ferai une vidéo pour y répondre. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la Maison du cinéma asiatique.